On est ravis de se retrouver aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. Donc on va démarrer avec l'or que certains ou je pense pour la plupart d'entre vous connaissent déjà. On va parler de diabète et de nutrition. Cette visioconférence est réalisée du coup en partenariat avec Movadom et Homme Transition. Elle est financée par le CNSA et la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne. Donc merci à tous pour votre présence aujourd'hui, pour votre fidélité. Comme d'habitude, moi je serai là pour assister Laure tout au long de la conférence, faire en sorte que tout se passe bien. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser via le chat ou via l'outil de questions et réponses, c'est Q&R en haut de votre écran ou en bas, ça dépend des ordinateurs. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis moi, au besoin, je pourrais du coup poser les questions en direct à Laure ou on pourra aussi les garder pour la fin et consacrer quelques minutes à une petite session de questions-réponses en direct, ce qui est toujours plus agréable. Pour vous inscrire, vous avez le petit lien qui est en bas de la page, go.movadom.com/visio. Donc n'hésitez pas à l'ouvrir et le consulter plus tard pour vous inscrire aux futurs visio, ateliers, cours de sophro et de yoga. On sera ravis de vous retrouver sur ces autres sessions. Laure, je vais du coup te laisser te présenter. Et puis, moi, je suis là avec vous au besoin. Et je te laisse prendre le Donc moi, contrôle du coup sur le diapo. Tu contrôle. devrais avoir. Voilà, Parfait, super. ça y est. Donc je suis Laure Compas, je suis diététicienne nutritionniste, avec différentes casquettes, de la consultation et de la formation et aujourd'hui, j'interviens auprès de vous pour parler diabète. Donc je prends le contrôle pour qu'on puisse savoir, voilà. Donc le diabète, comment l'appréhender? Alors soit parce que vous êtes déjà diabétique et puis, des conseils sont toujours bons à prendre, soit parce qu'il y a une hérédité et donc vous vous dites qu'il est possible qu'un jour ou l'autre, il y ait des soucis, donc autant prévenir que guérir et surtout permettre d'anticiper, savoir quelles sont déjà les bonnes choses à mettre en place. Que l'on soit diabétique ou pas diabétique, ce qui change vraiment depuis, 15-20 ans maintenant, c'est qu'on parle plus de régime diabétique. C'est-à-dire qu'il y a, 15, 20, 30 ans, on parlait de régime diabétique au niveau alimentaire parce qu'il y avait beaucoup de contraintes, parce que les traitements n'avaient pas, été contraignants. Alors que maintenant, je dirais qu'on a fait un grand boom au niveau de la prise en charge médicamenteuse et par injection et donc c'est vrai que maintenant on ne parle plus du tout de régime diabétique, on parle d'équilibre alimentaire et en gros, l'équilibre alimentaire, nous devons tous le mettre en place, que l'on soit, diabétique ou non, de toute façon. Donc le but, c'est vraiment d'essayer d'appréhender cette, pathologie, de la comprendre, de savoir quels sont les différents diabètes, que l'on peut avoir ou malheureusement quelles sont les différentes c'est pas une pathologie, ce sont des pathologies. Quelles sont-elles? Et ce que l'on peut faire nous au quotidien pour essayer, de maintenir une glycémie, un taux de sucre dans notre sang qui est, correct. Donc on va parler de tout ça. Donc, on va déjà commencer par quelques chiffres, effectivement, pour faire un point sur la situation et voir que la situation peut paraître quand même inquiétante. C'est-à-dire que le nombre de personnes atteintes d'un diabète sur le territoire français a plus que doublé en 20 ans, d'après le chiffre de l'assurance maladie. C'est-à-dire que maintenant, on est quasiment à plus de 4 millions de personnes qui sont diabétiques. Alors, ce qui joue, c'est qu'à la fois, on détecte mieux, on dépiste mieux, on a fait des gros, progrès au niveau, de la prise en charge et puis même, vous voyez bien, on fait plus régulièrement des prises de sang et ce genre de choses. Donc il y a peut-être des choses que l'on voit maintenant que l'on ne voyait pas il y a 20 ans et puis surtout, j'aurais tendance à dire que là, le côté négatif, c'est que depuis 20 ans, on se bouge moins, on mange moins bien, on fait plus de repas en dehors du domicile. Il y a plus de produits dits préparés ou ultra transformés et donc tout ça a un impact aussi sur notre hygiène de vie, sur, le taux de sucre dans notre sang. La progression de ce diabète s'accélère puisqu'il y a, 529 millions de personnes dans le monde qui en souffrent en 2021 et donc on sait que ça ne cesse d'augmenter. Donc toujours pareil, ça ne cesse d'augmenter parce que à la fois, on verra, il y a un problème d'hérédité et donc si vous, vous avez un problème de diabète, vos enfants risquent d'en avoir un, donc forcément la progression s'accentue et puis effectivement, je vous disais, l'hygiène de vie, la dynamique
la dynamique à la fois alimentaire et physique ont un impact sur le fait que nous sommes plus ou moins en bonne santé sur du long terme. Et donc les pronostics ne sont pas très, très bons puisqu'on estime qu'il y aura 1,3 milliard d'individus dans le monde qui devraient souffrir de cette pathologie, qui altère la qualité de vie puisqu'il peut y avoir quand même un taux de mortalité élevé, et donc qui prend le dessus sur aussi d'autres maux, d'autres pathologies. Puisqu'il y a des personnes qui ne vont pas avoir malheureusement qu'un diabète, ils peuvent avoir de l'hypertension, il peut y avoir un problème de diabète, d'obésité pardon, il peut y avoir d'autres facteurs qui soit vont jouer sur le diabète, soit le diabète peut enclencher d'autres pathologies. D'où l'intérêt quand même d'être extrêmement vigilant et de faire attention à sa santé. Donc c'est une pathologie parce que, bah, vous avez vu, il y a un nombre croissant, de malades, qui évolue depuis, une vingtaine d'années. C'est une pathologie aussi parce qu'il y a un phénomène héréditaire, donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une mutation aussi de nos gènes, de notre hérédité qui va jouer et puis, c'est une pathologie parce que ça veut dire qu'à un moment donné, ça nécessite une prise en charge médicamenteuse et ça nécessite aussi, pour les effets secondaires de cette pathologie-là, d'avoir une prise en charge sur d'autres points comme les pieds, comme le cœur, comme la vessie, comme les yeux, comme voilà, parce que, effectivement, ça peut aussi dégrader votre santé sur d'autres points qui ne sont pas seulement que, une glycémie, c'est un taux de sucre dans le sang qui est anormalement élevé et c'est là aussi où c'est un problème de santé publique. Donc, qu'est-ce que le diabète? Le diabète, c'est une évolution chronique du taux de sucre dans le sang. C'est-à-dire que normalement, notre taux de sucre sanguin doit être inférieur à 1,26 à jeun sur 2 bilans sanguins. C'est-à-dire que si vous avez, ne faites pas votre prise de sang le 2 janvier après les fêtes, puisque effectivement, là, nous risquons tous d'avoir un taux de sucre, de cholestérol, de triglycérides qui va monter puisque, nous aurons eu pas mal de repas festifs plutôt copieux, de l'alcool, voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à un moment donné, spontanément, on se met au vert parce qu'on en a, on n'en peut plus du foie gras, des huîtres, des escargots et que sais-je encore, des gâteaux, des bûches de Noël. Donc si vous faites une prise de sang le 2 janvier au matin, il est effectivement, il y a grande chance que votre prise de sang ne soit pas tout à fait adaptée. De même, si, vous faites une prise de sang alors que vous rentrez de vacances avec quelques excès de table ou alors si vous faites une prise de sang un lundi matin et que vous avez eu un week-end un peu festif, il est possible qu'elle soit un peu erronée. D'où l'intérêt de refaire un deuxième bilan à 1 mois ou 2 mois pour vérifier qu'effectivement, il y a bien un souci. Voilà. Donc, c'est une évolution, chronique du taux de sucre dans le sang et c'est dû au fait que votre pancréas marche moins bien. C'est-à-dire que le pancréas, lui, son rôle, c'est de fabriquer de l'insuline. Soit il n'en fabrique pas ou peu, soit il n'en fabrique plus ou plus assez et donc l'insuline, c'est une hormone qui est fabriquée par ce pancréas qui permet effectivement de contrecarrer la molécule sucre et donc de la digérer. S'il ne contrecarre pas tout ou partie de la molécule sucre, ça veut dire qu'effectivement, vous avez un taux de sucre anormalement important qui va rester dans votre sang et c'est ce qui fait que on va enclencher une dynamique de diabète. Donc voilà. Donc dans le cas du diabète, ça veut dire que le pancréas, il fabrique plus assez ou plus en quantité adaptée d'insuline et donc que cette insuline n'est plus en mesure de capter le sucre et donc il va s'accumuler en excès dans le sang. Si on devait visualiser ce qui se passe, voilà, ce qui se passe entre une personne diabétique et une personne non diabétique. Donc le sucre dans les cellules, c'est les petits points blancs. L'insuline, ce sont les clés et donc sur une personne en bonne santé, eh bien les clés, donc l'insuline va capter un certain nombre de molécules sucre pour que l'on puisse le digérer, pour que l'on puisse le transférer sur nos différents organes, nos muscles, notre cerveau et tout ça, pour que ça marche, tout notre organisme marche normalement. Notre organisme a besoin de sucre tout au long de la journée, avec plus ou moins de variables en fonction des moments de la journée, en fonction du type d'activité physique que vous allez faire ou en fonction, de votre état de santé aussi. Et donc, l'insuline va permettre de capter ces molécules sucre pour les apporter aux différents endroits de votre organisme, de votre corps, qui nécessitent d'avoir un apport en sucre suffisant. Si vous êtes diabétique, ça veut dire que la clé d'insuline, soit ne prend plus du tout en compte
la molécule sucre. Donc cette molécule va rester dans le sang, donc va dépasser le seuil de 1,26 grammes par litre de sang, soit, eh ben, il y en a qu'une sur 2 qui va marcher et auquel cas, eh bien, ça ne va pas passer. C'est-à-dire que votre organisme, à un moment donné, il va avoir des symptômes, il va montrer qu'il ne va pas bien. Alors, souvent pour le diabète, on dit qu'il y a un excès de soif, mais ça peut être aussi tout ordre. Ça peut être, des maux de tête, ça peut être des difficultés respiratoires, ça peut être une fatigue générale. Voilà, donc en fonction d'une personne à l'autre, effectivement, les symptômes ne seront pas les mêmes. Donc là, qu'est-ce que le diabète? Eh beh, comme je vous le disais, l'estomac, lui, transforme la nourriture en sucre. Grâce au pancréas, eh bien, il y a une partie de ce sucre qui va être pris en charge par l'insuline pour pouvoir aller donner à nos organes ce dont il a besoin. Et puis, il y a une partie qui ne sera pas assimilée par les cellules, qui va être transportée dans notre sang et ça, c'est normal, donc il y a pas de problématique à ce niveau-là et donc si on est diabétique, ça veut dire qu'à un moment donné, l'insuline n'agit plus suffisamment et donc ne peut pas transférer aux organes le sucre dont il a besoin. Donc ça reste du sucre circulant dans notre sang et donc en excès, ça ne va pas. De nouveau, un autre petit, schéma, qui peut vous montrer ce qui se passe. C'est-à-dire que l'insuline, elle permet au glucose d'être capté par les récepteurs d'insuline et donc d'être digéré, utilisé par votre organisme. Le diabète de type 1, on verra les différentes sortes de diabète, tout à l'heure. Donc le diabète de type 1, ça veut dire que votre insuline n'a jamais marché, votre pancréas n'a jamais fabriqué d'insuline et donc là, eh beh, le glucose ne peut pas rentrer dans les cellules, donc il reste en taux élevé au niveau sanguin et diabète de type 2, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça marche moins bien ou pas suffisamment et donc finalement, beh, les capteurs ne vont prendre que certaines molécules de glucose et pas toutes, donc il y aura quand même un excès au niveau sanguin. Voilà. Donc quels sont les différents types de diabète? Les différents types de diabète, ça va être, dans un premier temps, le diabète de type 1, c'est-à-dire qui est une maladie auto-immune qui fait que vous naissez diabétique, entre guillemets. C'est-à-dire que, en gros, dès le démarrage, dès la naissance, le pancréas ne joue pas son rôle, donc ne fabrique pas d'insuline. C'est vrai que alors je mets quand même une petite réserve, c'est-à-dire qu'il ne fabrique pas forcément suffisamment d'insuline et sur une durée suffisante. C'est-à-dire que souvent le diabète de type 1, ce sont des enfants qui sont diabétiques, soit dès la naissance, c'est pour ça qu'on fait le test, du glucose et de la prise de sang au démarrage, soit, c'est parce qu'effectivement, on va fabriquer mais pas suffisamment et donc on va se rendre compte qu'un enfant a un problème de diabète souvent avant les 10 ans. Alors ça arrive plus tard, mais voilà, ça veut dire qu'à un moment donné, le pancréas, lui, il n'a pas une réserve suffisante, il n'a pas une efficacité suffisante pour fabriquer de l'insuline et donc on est diabétique de type 1, c'est-à-dire que on se déclare diabétique à l'enfance ou début d'adolescence. Voilà. Le diabète de type 2, c'est le plus fréquent, c'est une insulino-résistance. C'est-à-dire que, à un moment donné, le pancréas, à l'âge adulte, ne joue plus le jeu. C'est-à-dire qu'il ne sécrète plus assez, d'insuline pour capter les différents sucres, la molécule sucre. Soit il s'arrête de fonctionner, soit il fonctionne moins bien. Alors effectivement, on vous dit souvent que ça peut être lié au surpoids, ça peut être aussi des fois lié à un choc, enfin voilà, il y a plusieurs facteurs, mais c'est vrai que souvent le surpoids fait que finalement votre organisme a dû surcompenser pour en fabriquer plus à un moment ou un autre et donc eh beh, là, le taux se tarit et l'organisme n'arrive pas à rebondir pour fabriquer au-delà de ce qui est nécessaire. Vous avez des diabètes secondaires qui peuvent être liés à des pathologies type pancréas, maladies génétiques ou des prises de traitement. Par exemple, vous avez des personnes qui peuvent réagir violemment à certains traitements de cancer, de chimiothérapie ou alors à d'autres traitements un petit peu plus lourds sur des maladies auto-immunes ou des maladies type Parkinson, euh, polyarthrite ou ce genre de choses. Et donc, effectivement, on surveille ces gens-là pour être sûr qu'il n'y ait pas un diabète dit secondaire. Et puis,
il y a le diabète gestationnel, c'est-à-dire que c'est le diabète qui est lié vraiment au moment de la grossesse, donc qui est typiquement féminin et qui apparaît au moment de la grossesse. C'est pour ça qu'au 3e et au 5e mois, on vous demande de faire une prise de sang et souvent de faire une prise de sang à jeun, puis, de prendre un sirop de glucose pour voir comment réagit, votre insuline, pour vérifier que l'insuline est en quantité suffisante. Donc c'est vraiment qu'à un moment donné, ce qui peut se passer, c'est que, beh, comme vous êtes enceinte, votre énergie, votre organisme est en train de donner tout ce qu'il peut pour que le bébé se développe bien et à un moment donné, le pancréas n'arrive plus à suivre ou plus suffisamment et donc c'est ce qui fait qu'il y a un diabète gestationnel. Donc c'est vraiment durant la grossesse. Normalement, une fois que le bébé est né, ça s'arrête, mais on sait que ce sont des personnes qui sont quand même à surveiller, puisque, on sait que ça peut finalement, au moment de la ménopause ou ce genre de choses, on a quand même des risques. Donc ce sont quand même des mamans à surveiller sur du long terme et ce sont aussi des enfants à surveiller parce que souvent, ça peut être des enfants de poids plutôt un petit peu important, de grands bébés, des grands bébés. Donc, effectivement, ça peut jouer aussi sur le fait que c'est des enfants qui vont être surveillés. Voilà. Donc ça, c'est important de se dire qu'il finalement, il n'y a pas un seul diabète, il y a différents types de diabète. Alors effectivement, sur le diabète de type 2, on dit que c'est lié, au surpoids. Pas forcément. Heu, on appelait ça à l'époque le diabète de type gras parce que c'est vrai que c'était, un peu le raccourci de dire: «Parce que vous êtes en surpoids, vous avez un diabète de type 2». Vous avez plus de chances de faire un diabète de type 2. C il y a plein d'autres personnes qui n'ont pas forcément du surpoids, qui peuvent malheureusement avoir un diabète de type 2 et on le verra tout à l'heure, l'hérédité est à prendre aussi en compte à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qui peut jouer effectivement sur le fait de développer un diabète? Eh beh, il y a une hérédité. Si vous avez un de vos parents ou vos 2 parents qui sont diabétiques, soit de type 2, soit de type 1, effectivement, vous avez plus de chances, vous aussi, d'être diabétique. Pareil, si dans votre lignée, dans votre hérédité, il y a des grands-parents qui sont diabétiques, des oncles et tantes qui sont diabétiques, effectivement, vous avez plus de chances, plus de risques en tout cas, d'avoir un diabète. Donc on aura une surveillance. Alors après, c'est pareil, vous avez des gens qu'on ne surveille pas, qui ont pas d'hérédité et qui tout d'un coup vont développer un diabète pour X ou Y raison. Mais en tout cas, c'est vrai que l'hérédité joue un rôle. La sédentarité. Si vous êtes quelqu'un qui ne bouge pas, qui ne fait pas d'activité physique, qui est très sédentaire à la fois dans son travail et par tempérament, dans son quotidien, excusez-moi, eh bien, vous avez plus de chances effectivement d'être diabétique ou de un risque de devenir diabétique. Tout simplement parce qu'on l'a vu, diabétique, ça veut dire que le sucre dans le sang qui circule est au-delà d'un certain taux. Si vous bougez, si vous faites de l'activité physique, ce sucre circulant va être utilisé par vos organes, par vos muscles pour pouvoir activer une dynamique. Donc si vous bougez, vous êtes moins de chances d'être diabétique puisque vous avez utilisé ce sucre ré circulant au moment où vous en avez besoin. Donc il y a moins de chances qu'effectivement il stagne. Le vieillissement, bah, effectivement votre organisme vieillit, vous voyez, on commence à mettre des lunettes, on peut avoir des aides auditives et beh, nos organes aussi vieillissent. Je donne toujours cet exemple comme quoi, la parcelle de pelouse n'a pas changé, la tondeuse est devenue autotractée alors qu'il y a 30 ans ou 20 ans, elle était, il fallait la pousser beaucoup plus et beh, finalement vous êtes tout aussi fatigué qu'il y a 20 ans, voire plus, alors que limite, c'est moins physiquement difficile que ça n'était. Mais parce que vos cellules vieillissent, votre organisme vieillit. Donc votre pancréas, il vieillit aussi parce qu'il est moins réactif qu'il n'a pu l'être. Voilà. Et puis effectivement le surpoids, mais le surpoids qui fait qu'à un moment donné, votre sang circulant va a beaucoup plus de boulot et que vos organes sont beaucoup plus sollicités pour compenser ces kilos, en trop, cette pression aussi au niveau, du poids au niveau de vos organes et qui font qu'on peut avoir un risque, de diabète plus important parce qu'il y a soit du vieillissement, soit de la sédentarité, soit une hérédité, soit du surpoids. Il y a des traitements et comme je vous disais tout à l'heure en introduction, les traitements évoluent vraiment bien, et c'est une chance puisque, avant finalement les personnes qui étaient diabétiques, ils avaient des traitements qui étaient plutôt lourds, très contraignants au niveau des horaires, très contraignants aussi par rapport à l'alimentation. C'est-à-dire qu'en gros, ils ne pouvaient pas du tout manger trop de sucre, trop de gras, donc il fallait absolument qu'ils aient un régime alimentaire très strict, très adapté et avec des horaires très, réglé
pour pouvoir prendre leur traitement et donc limiter l'impact. Là, maintenant, j'aurais tendance à dire que dans l'idéal, il faut quand même continuer d'avoir un équilibre alimentaire adapté. Il faut continuer de prendre son traitement régulièrement et à des horaires plus ou moins fixes. Mais tout ça a fait un tel boom, une telle évolution que finalement, maintenant, on est quand même moins regardant sur les horaires et on a une dynamique de prise en charge qui est beaucoup moins contraignante, difficile. Et ça, c'est important aussi. À la fois parce que les traitements, c'est de l'insuline en fait, mais l'insuline peut être soit par injection, c'est-à-dire que vous vous piquez pour pouvoir mettre directement dans le sang ces capteurs d'insuline qui vont jouer sur la molécule sucre et donc être utilisés à bon escient ou être digérés correctement. Soit, et là vous avez une évolution dans l'insuline qui est bluffante depuis une vingtaine, une trentaine d'années, puisque vous avez des insulines dites lentes qui vont vous permettre de tenir 12 à 24 heures, donc qui vont réguler votre glycémie en envoyant de l'insuline qui sera disponible 12 à 24 heures, soit en une fois, soit en 2 fois. Et vous avez des insulines dites rapides qui vous permettent, avant de passer à table, de vous donner un petit coup d'insuline et donc d'être sûr que vous allez gérer correctement le sucre contenu dans votre repas. Et donc maintenant, c'est ce qu'on appelle des stylos. Et donc, vous allez juste avoir un stylo et vous allez adapter le dosage de l'insuline en fonction de si c'est une dose lente, 24 heures, dose lente, 12 heures, ou une dose juste avant le repas et en fonction du type de repas que vous allez faire. Si c'est un repas classique comme ce midi où vous êtes juste tranquille autour de votre assiette et qu'il n'y a pas de spécificité culinaire ou de moments de convivialité, vous avez votre dose classique. Si vous savez que ça va être un repas ou comme au moment des fêtes, un petit peu plus, roboratif, un petit peu plus sucré, gras, avec un peu d'alcool ou ce genre de choses, eh bien dans ces cas-là, vous pouvez réguler aussi votre dosage pour l'adapter au mieux en fonction du type de repas que vous allez consommer. Donc franchement, c'est top. Les médicaments, donc là, ça fait exactement le même effet que l'insuline par injection, mais pris par voie orale, puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on a lancé les injections d'insuline, il est difficile de faire marche arrière. Donc c'est pour ça que la plupart des patients se disent: «Oh là là, l'insuline, oh là là, ça va être compliqué». En fait, c'est des fois beaucoup plus facile à gérer que les médicaments, mais une fois que c'est mis en place, je dirais, c'est pour une durée indéterminée. Alors que le médicament, beh, si c'est un début de diabète et que vous faites attention, vous régulez votre poids, on va pouvoir peut-être l'arrêter, voire le limiter sur un dosage qui est vraiment infime. Donc c'est plus facile souvent quand on a un diabète de type 2, c'est-à-dire, se dire, bah, à 40 ans tout d'un coup ou 45 ans, on se rend compte que mon taux de sucre est un peu élevé, donc on met en place un médicament, des médicaments pour limiter ça. Mais en même temps, parce que je me suis fait peur, j'augmente mon activité physique, je mange quand même mieux parce que j'ai vu une diététicienne ou alors je sais quelles erreurs je faisais et donc je limite ces erreurs-là. Et puis, je suis conciliant sur le traitement, c'est-à-dire je le prends à heure régulière et régulièrement. Et donc là, finalement, tout ça mis bout à bout fait que peut-être vous allez perdre quelques kilos ou sans perdre du poids, vous musclez et donc le gras va se transformer en muscle et donc peut-être que là, on pourra revoir à la baisse le traitement mis en place. Voilà. L'insuline, on peut aussi remettre le traitement, à la baisse, on peut aussi le revoir et le réajuster, ce qui est vraiment merveilleux. Par contre, à un moment donné, effectivement, une fois que c'est lancé, ça veut dire que le pancréas ne fait plus du tout son rôle, donc vous avez quand même besoin d'insuline, d'injection d'insuline à vie. Et donc la pharmacovigilance, là, ça va être aussi des fois, vous avez des médicaments associés entre eux qui ne sont pas adaptés ou pas bons pour la santé. Donc c'est vrai que la pharmacovigilance, c'est aussi se dire: «Je ne fais pas de l'automédication, je fais attention en fonction de ce que l'on a mis en place, à faire un point si, le traitement pour le cœur, le traitement pour l'estomac, le si tout va bien, en fait». Et c'est dans ce sens-là où il faut faire attention. Mais souvent, vous êtes suivi par un diabétologue, vous êtes suivi par votre médecin traitant qui sont vraiment attentifs à la façon dont vous réagissez. Tout en sachant quand même que ce soit de l'insuline, que ce soit sous forme de médicaments, il convient d'être suivi régulièrement au départ de la prise en charge, à la fois pour que vous soyez acteur actif de votre traitement, c'est-à-dire que vous puissiez vous rendre compte si le traitement vous convient bien au niveau des effets secondaires, est-ce que tout ça, ça se met bien en place? Et en même temps, en fonction aussi de ce que vous vivez, vous rendre compte s'il y a plus de stress, moins de stress, plus de fatigue, l'hiver n'est pas l'été, si tout d'un coup il y a un changement dans vos habitudes professionnelles. Je pense aux gens qui travaillent 2 jours
journée qui passe en quart ou de quart qui passe en journée, effectivement, là, il convient de refaire un point avec votre médecin et avec le diabétologue pour réajuster le traitement en fonction de votre quotidien. Et puis, il y a la pompe à insuline. La pompe à insuline, alors nous, en Normandie, c'est vraiment très démocratisé et c'est génial parce que ça veut dire que vous avez un capteur sur le bras qui va, lui, analyser tout ce dont, votre, organisme se met en place. Donc, s'il y a des chutes ou des excès de sucre, si vous avez fait de l'activité physique, et beh, il analyse tout ça et donc par le biais de votre téléphone, vous allez pouvoir envoyer un dosage adapté ou réguler le dosage, de l'insuline en fonction de ce que vous vivez. Donc voilà. Et puis le traitement, qui, est le mieux adapté, c'est quand même l'éducation thérapeutique. C'est ce que je disais, comprendre sa maladie, comprendre son traitement pour être actif dans la prise en charge des médicaments et comprendre tout ce que vous pouvez mettre en place, que ce soit activité physique, équilibre alimentaire, hygiène de vie, bien évidemment, mais aussi le stress et l'anxiété, ce genre de choses, pour pouvoir être aussi au mieux vis-à-vis de cette pathologie. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que souvent, les patients vous disent: «Ouais, c'est bon, j'ai pris un médicament, puis tout va bien». Effectivement, tout va bien jusqu'au moment où, beh, il y aura un facteur stress, il y aura un changement dans votre quotidien, il y aura ce genre de choses qui vont faire qu'à un moment donné, vous allez plus finalement appréhender votre traitement de la même manière. Ou alors vous allez vous mettre à faire beaucoup de sport alors que vous n'en faisiez pas, ou vous vous êtes cassé la jambe et tout d'un coup, il y a plus d'activité physique, donc ça va jouer. Donc le fait d'être conscient de la maladie et savoir la gérer fait que vous pouvez faire les bons choix avec les professionnels de santé qui vous entourent, plutôt que d'attendre gentiment que ça se passe et finalement faire une hypo ou une hyperglycémie sévère qui peut aller jusqu'au coma. Donc là, faire attention à ça. Donc là, je vous montre justement cette fameuse pompe à insuline où vous avez cette petite capsule souple, que l'on met souvent sur le bras, avec une petite aiguille qui vous permet directement d'avoir votre dosage et donc, et beh, tout régulièrement, vous le branchez sur votre pompe à insuline ou alors elle peut être même connectée, et donc ça vous permet d'évaluer les réels besoins et donc d'injecter, l'insuline dont vous avez besoin en fonction du type de repas, en fonction du type d'activité physique et en fonction du type de journée que vous allez avoir ou passer. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, la problématique du diabète, c'est qu'il y a des complications liées au diabète. C'est-à-dire que, si vous n'êtes pas compliant sur votre traitement, sur l'hygiène alimentaire, sur l'activité physique, sur, votre prise en charge en règle générale, eh bien, on sait qu'il peut y avoir des complications. Il peut y avoir des accidents vasculaires cérébrales, il peut y avoir, des problèmes au niveau oculaire, il peut y avoir des problèmes cardiaques, il peut y avoir des problèmes au niveau dentition, il peut y avoir un déséquilibre au niveau rénal puisque ça veut dire que vos reins vont être d'autant plus sollicités et donc vont se fatiguer plus vite. Il peut y avoir des problèmes au niveau, dysfonctionnement, des organes sexuels et puis tout ce qui est artères qui risquent de se boucher puisque le sucre en excès, c'est comme le gras. À un moment donné, eh beh, le sucre va être transformé en gras, donc stocké sous forme de gras et donc vont limiter l'impact de du passage sanguin dans nos artères et donc on va avoir des plaques d'athéro, donc on va avoir finalement une hypertension, on va avoir des choses comme ça et puis aussi au niveau des troubles, au niveau du pied, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous disent: «Beh, moi je sens plus bien mes pieds» ou «J'ai l'impression de marcher sur les œufs» ou alors, je ne sens plus si j'ai une crevasse, si je me suis fait mal, eh bien finalement ils ne voient pas qu'il y a un souci au niveau de leurs pieds ou au niveau de la sensibilité des mains. Donc c'est pour ça que les personnes diabétiques, quand je parle aussi d'éducation thérapeutique, d'échange avec les professionnels et de connaître sa maladie, ça veut dire que régulièrement, il faut se faire suivre les yeux que je porte ou que je ne porte pas des lunettes. Il faut aller faire vérifier ses pieds chez un podologue parce que des fois il peut y avoir, hem des problématiques que l'on ne voit pas, que l'on ne sent pas, des ongles incarnés, ce genre de choses, mais en fait, c'est déjà quand on le sent, c'est que c'est vraiment trop tard. Il faut vérifier aussi que, au niveau rénal, par le biais des prises de sang, tout se passe bien et puis vérifier qu'effectivement votre cœur est en bonne santé, ne se fragilise pas en effets secondaires liés à cette pathologie. Donc les règles hygiéno-diététiques, c'est là où moi, vraiment j'ai une activité et j'ai un impact en tant que diététicienne parce que souvent les gens vous disent: «Oh là là, ça va être très, très compliqué».
ils s'en font tout un monde, mais en fait, c'est pas très compliqué en soi puisque le traitement est là pour vous aider. Et pour les personnes qui seraient limite diabétiques, des fois juste refaire un point sur quelques règles hygiéno-diététiques fait que finalement vous n'avez la prochaine prise de sang se remet au bon niveau et donc vous n'avez pas besoin de traitement. L'équilibre alimentaire, c'est manger de tout en quantité adaptée en fonction de nos besoins. C'est-à-dire que si je me dépense plus, j'ai plus de besoins, donc je vais pouvoir manger plus ou mieux. Mais le but, c'est vraiment de réguler. Si je mange beaucoup et que je ne fais pas d'activité physique, je prends du poids. Si je fais beaucoup d'activité physique et je ne mange pas assez, dans ces cas-là, je perds du poids. Et là, c'est pas bon non plus. Donc le but, c'est vraiment d'ajuster nos apports nutritionnels pour que notre organisme puisse les utiliser à bon escient. L'alimentation, ce que je mange, une pomme, un yaourt, de la viande, des pommes de terre, vont être, par le biais de la mastication et de la digestion, utilisées comme source de sucre, de protéines, de masse grasse, par notre organisme et donc vont nous permettre à nos organes de fonctionner normalement, à nos muscles, à notre cerveau, tout. Donc le but, c'est vraiment d'adapter nos besoins à nos apports et de varier notre alimentation pour qu'il y ait un côté ludique quand même. Et donc l'alimentation, c'est la première clé du traitement. Si déjà on mange équilibré, en quantité adaptée par rapport à nos besoins, eh bien, on voit déjà que nous allons avoir un impact très positif sur notre équilibre physique, sur notre poids et donc indirectement sur le sucre qui sent, le sucre qui passe dans le sang, pardon, et donc sur nos sensations de nous sentir mieux, effectivement. Donc l'équilibre alimentaire, voilà ce que c'est. C'est une pyramide. Pourquoi c'est une pyramide? Parce que la base de notre pyramide, c'est ce dont nous avons physiologiquement parlant le plus besoin. Et plus on monte vers le haut de la pyramide, moins c'est physiologiquement parlant utile. Bon, par contre, effectivement, vous voyez bien le haut de la pyramide, le gustatif est quand même pris en compte, puisqu'on voit bien que ce n'est pas physiquement intéressant ou ne va pas nous permettre de nous maintenir en bonne santé. Un excès de coca, de chips, de gâteaux, de pâtisseries, on sait tous que c'est pas bon pour notre santé, mais c'est quand même dans la pyramide alimentaire, ça ne fait pas quand même partie de notre équilibre alimentaire, puisque le but, c'est aussi que le gustatif soit présent. Donc la base de notre équilibre alimentaire, c'est la famille des féculents. Pâtes, riz, pommes de terre, blé, semoule, tout ce qui va être légumes secs, lentilles, flageolets, tout ce qui va être céréales au sens large, quinoa, boulgour, céréales petit déjeuner, tout ce qui va être farine aussi au sens large. C'est-à-dire que la farine, ça peut être le pain, mais ça peut être une pâte à tarte, ça peut être une pâte à pizza, une pâte à quiche, ça peut être une pâtisserie, ce genre de choses. C'est la farine au sens large. Et donc cette famille-là, c'est la base de notre équilibre alimentaire parce qu'elle vous apporte de l'énergie disponible longtemps après avoir consommé. C'est-à-dire que l'énergie va être là dans les 3 à 4 heures qui suivent le moment où vous avez ingéré cette famille alimentaire. Donc le but, c'est d'en consommer à chaque repas pour être sûr d'avoir de l'énergie disponible dans les 3 à 4 heures qui suivent le repas suivant. C'est pour ça qu'on mange petit déjeuner, repas du midi, repas du soir, pour être sûr d'avoir de l'énergie jusqu'au repas suivant. Et que des fois, des collations peuvent être proposées ou ajoutées si on sait que le repas du soir va être pris tardivement, ou pour les personnes d'un certain âge, si le repas du soir est pris tôt et que le petit déjeuner est pris 12 heures après. Auquel cas, il y a un jeûne nocturne qui va être trop important et donc on peut rajouter une petite collation en soirée. Cette famille-là, la famille des féculents, c'est des sucres lents, donc digérés lentement. À ne pas confondre avec la famille des fruits et légumes où ça s'appelle des sucres rapides et donc qui vont être digérés rapidement par notre organisme. Donc la famille des féculents, sucres lents, vont être ingérés à chaque repas sur notre journée alimentaire en quantité adaptée en fonction de notre dépense énergétique. C'est-à-dire si cet après-midi vous allez au cinéma, ou vous réécoutez une autre conférence, avec nous, eh bien vous allez voir que finalement votre dépense énergétique n'est pas très importante. Par contre, si, comme en ce moment en Normandie, il y a un rayon de soleil et vous allez vous faire une rando de 9 kilomètres, effectivement, il convient d'avoir un apport en féculents peut-être plus important pour être sûr d'avoir de l'énergie jusqu'au bout de votre randonnée et peut-être avoir un petit encas adapté pour être sûr aussi de redanser une dynamique s'il y a une pause durant cette randonnée. Donc vraiment les féculents à chaque repas en quantité adaptée
en fonction de vos dépenses énergétiques. Les dépenses énergétiques peuvent être accrues par activité physique ou par pathologie. Si vous êtes malade, si vous avez la grippe ou une gastro, effectivement, vous n'aurez pas forcément faim, mais c'est là où vous aurez besoin de plus d'énergie pour contrebalancer la pathologie, que votre système immunitaire puisse avoir ce dont il a besoin pour pouvoir contrebalancer cette pathologie. Ensuite, vous avez vu, nous avons la famille des fruits et légumes. Les fruits et légumes sont importants parce que, alors, majoritairement les fruits, vous apportent des sucres simples, donc disponibles tout de suite. C'est ce qui vous permet d'avoir un coup de pouce et d'avoir un coup de fouet juste après le repas. Donc, ça va être utilisé par votre organisme dans l'heure, les 2 heures qui suivent le moment où vous les avez ingérés. Ça vous apporte des vitamines, des minéraux, une quantité d'eau non négligeable quand même. Et puis, d'où l'intérêt quand même de varier aussi les fruits de saison, puisque les quantités de vitamines et minéraux vont être plus adaptées en fonction de la saisonnalité. C'est pour ça que tout ce qui va être chou-fleur, chou, orange, pamplemousse, beh, vous avez une barrière de protection que vous ne consommez pas, mais qui vous permet de maintenir les vitamines et les minéraux sur ce type de produit. Et donc là, on va consommer des légumes à chaque repas, midi et soir, et en quantité adaptée par rapport à la quantité de féculents. Si je mets un point de féculents, je mets un point de légumes. Si j'ai très très faim ou je sais que j'aurai une activité plus importante, je mets plus de féculents, donc plus de légumes. Les fruits, eux, vont être consommés 3 fois par jour, 3 portions de fruits. Ces portions, ça va être, heu, une poire, une pomme, une petite banane, ça va être 2 kiwis, ça va être 3 clémentines, ça va être un petit pot de compote individuelle à peu près. Attention au jus de fruits. Le jus de fruits, une portion de fruits, c'est ce que vous auriez vous pressé si vous preniez une orange. Ça fait pas beaucoup dans votre verre. Si vous prenez déjà un verre à eau de jus de fruits, ça veut dire que vous avez déjà vos 3 portions de fruits sur votre journée. D'accord? Donc là, c'est important aussi de faire attention à ça. De plus, les fruits type sec ou oléagineux, une petite poignée, sont également une référence en termes d'apport en vitamines et minéraux et aussi acides gras essentiels pour tout ce qui est noix, noisettes, amandes et ce genre de choses. Donc là, on va en consommer 3 portions de fruits par jour et les légumes à volonté, midi et soir. Mais ce que j'aime dire, c'est que c'est dans les mêmes proportions que la famille des féculents. Et puis les légumes, qu'ils soient surgelés ou en conserve, ils sont mis en surgélation ou en conservation dans les 2 heures qui suivent le moment où ils ont été cueillis. Donc la perte en vitamines et minérales, il n'y en a pas. Alors que des fois, le concombre qui est depuis 10 jours dans le bac à légumes, effectivement, il n'a pas la même tronche. Ça, on le sait. Par contre, faites attention à tout ce qui va être les légumes tout prêts, où là, effectivement, ça sera plus gras, plus salé. Et des fois, on rajoute même du sucre dans ces préparations. Donc faites attention. Tout ce qui est produit type lait, viande, poisson, œufs, abats, produits de la mer, et bien là, vous voyez qu'ils sont en troisième position sur ma pyramide. Ils sont en troisième position parce qu'ils vont vous apporter des protéines. Les protéines d'origine animale vous permettent d'avoir des muscles solides, de fabriquer du muscle et de tenir debout. Et ça, c'est important. Et c'est important que vous soyez diabétique ou pas diabétique. Le but, c'est de maintenir debout, c'est de dynamiser votre capacité musculaire. Moins vous bougez, moins vous avez de muscles, même si vous mangez beaucoup de protéines. Donc le but, c'est de trouver le juste milieu entre les apports et entre l'activité physique. Ce qui va faire la différence, c'est tout ce qui est viande, poisson, œufs, abats, produits de la mer, vont vous apporter des protéines, du fer et de l'iode. Le fer dans la viande sera du fer héminique, c'est-à-dire absorbé rapidement par votre organisme. On en trouve aussi dans les autres familles alimentaires, mais qui est non héminique, donc assimilable moins bien. L'iode est importante et on en a besoin. Et là, limite, il faut manger au moins une fois par semaine du poisson pour être sûr qu'on ait un taux en iode suffisant et donc que notre thyroïde fonctionne bien. Et les produits laitiers vont vous apporter du calcium en plus des protéines. Le calcium, ça nous sert à avoir un squelette en bonne santé. Et pour avoir un squelette en bonne santé, il faut à la fois avoir du calcium et des protéines pour nous soutenir au niveau muscle. Si vous avez un super squelette, mais que vous n'avez pas de muscles pour vous tenir, eh ben, vous vous cassez quand même la figure. Et donc là, ça marche moins bien. Donc voilà. Donc les protéines d'origine animale, donc peuvent être remplacées par les protéines d'origine végétale pour les personnes qui ne consomment pas de viande, poisson ou œufs. Et auquel cas, vous doublerez la mise en apport en féculents. C'est-à-dire que spaghetti bolo, s'il y a de la viande, ben, j'ai ma viande, j'ai, mes féculents, mes pâtes, mon riz, mon voilà, non, mes pâtes, pardon. Si je décide de faire des spaghetti bolo, version végétarienne, dans ces cas-là, j'aurai les haricots rouges, la sauce tomate et j'aurai quand même les pâtes. Et le fait d'avoir pâtes plus haricots rouges,
la complémentarité des acides aminés essentiels d'origine végétale me permettra d'avoir la même valeur biologique qu'un œuf. D'accord? Donc, dans l'équilibre alimentaire, les protéines d'origine animale ou végétale en fonction de vos préférences, eh bien, vous allez en consommer au moins à un des deux repas, à hauteur de 100-120 grammes par jour. C'est-à-dire, c'est la paume de ma main. Et donc là, ça peut être de la viande grillée, mijotée, ou du poisson en papillote ou grillé, comme ça peut être une sardine, un filet de maquereau, une tranche de jambon ou un blanc de poulet. Pour les protéines qui sont apportées par tout ce qui est produits laitiers, là, on va en consommer 2 à 3 portions par jour. Alors même si en Normandie, on est très friand, les portions, c'est, le V de la victoire pour une portion de fromage, soit environ 30 grammes. Ça peut être un yaourt, ça peut être du fromage blanc, ça peut être un verre de lait. Et pour les personnes qui ne consomment pas du tout de produits laitiers, sachez que, d'autres familles d'aliments vous apportent aussi du calcium, mais qui sera absorbable en moins bonne quantité. Parce que le calcium alcalique, le calcium des produits laitiers, eh bien, va être absorbé à hauteur de 30-35, contrairement aux autres familles où il n'est absorbé qu'à 5. Par contre, si vous prenez des eaux type, Courmayeur, Contrex qui contiennent Épar, qui contiennent beaucoup de calcium et de magnésium, dans ces cas-là, c'est l'équivalent d'un verre d'eau. Et puis vous avez les matières grasses, que je vais appeler les matières grasses ajoutées, puisque vous savez que dans les produits laitiers, viande, poisson ou œufs, vous pouvez choisir si vous consommez des produits maigres ou des produits gras. À vous de varier en fonction de votre goût et en fonction de la problématique poids. Pour les matières grasses ajoutées, l'huile, le beurre, la margarine, la crème fraîche, eh bien, à la fois, c'est intéressant d'en consommer pour le côté gustatif, mais vous avez vu, on est plutôt dans le haut de ma pyramide puisque c'est pas en quantité importante. Donc pour le gustatif, oui. Pour notre organisme, oui aussi, puisque les acides gras, les matières grasses vont nous permettre de nous aider à renouveler nos cellules et on a vu tout à l'heure qu'en vieillissant, nos cellules ont besoin de plus d'apports, de plus de dynamique pour arriver au même résultat, puisque le renouvellement cellulaire est moins efficient. Par contre, elles vont vous apporter aussi des acides gras essentiels. Essentiels parce que vous ne les trouvez pas ailleurs. Donc ça va plutôt être au niveau des huiles, d'où l'intérêt de varier les huiles que vous consommez. Il y a des huiles qui se consomment à chaud, et il y a des huiles qui se consomment à froid. Les huiles type noix, colza, soja sont plutôt des huiles qui se consomment à froid, puisqu'elles ont des omégas et que les omégas sont volatiles. Et puis, toutes ces matières grasses vont également vous apporter des vitamines A, D, E, K que l'on ne trouve que dans les matières grasses. D'où l'intérêt quand même de consommer un peu de matière grasse, soit sous forme de vinaigrette, soit sous forme cuisinée, soit sous forme de petites sauces pour accompagner quand même vos repas. On parle bien en quantité raisonnable. C'est pas une vinaigrette avec un peu de carottes râpées, c'est l'inverse. On est bien d'accord. Donc, c'est vraiment important cette famille pour les acides gras essentiels, pour les vitamines A, D, E, K et pour avoir un renouvellement cellulaire intéressant et varier les sources d'huile, et de matières grasses que vous pouvez ajouter à vos repas. Comme il convient de varier les sources de viande, poisson ou œufs, de varier les fruits en fonction et les légumes en fonction de la saisonnalité. Donc voilà. Et puis tout en haut, vous avez tout ce qui va être trop gras, trop sucré, trop salé, mais qui font quand même partie du gustatif, mais en quantité raisonnable et peut-être pas tous les jours. Voilà. Et la base de notre équilibre alimentaire, c'est l'hydratation. S'il n'y a pas d'eau, ça ne marche pas, c'est vital. Donc physiologiquement parlant, vous avez besoin de boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Alors café, thé, jus, potage, voilà, pour être sûr de permettre à votre organisme de renouveler l'eau corporelle puisqu'on est fait de 70 à 80 de flotte. Et donc, le but de cette eau, c'est de pouvoir hydrater, irriter, hydrater, irriguer aussi notre sang tout au long de notre journée et donc d'apporter à nos organes tout ce dont ils ont besoin. Donc ça, c'est vital. L'eau, c'est vital. S'il n'y a pas d'eau, on meurt. Donc l'idée, c'est d'arriver à 1,5 litre à 2 litres d'apport hydrique, tout compris, pas plus, pas moins. Le but, c'est pas non plus de s'inonder, mais c'est de trouver le juste milieu. Et c'est aussi pour ça que certains patients diabétiques sont avérés diabétiques parce qu'ils sont à 3-4 litres de flotte, qu'ils ont toujours cette sensation de soif, voilà, ou de sécheresse buccale. Donc ça, faites attention à ça. Donc si je devais résumer l'équilibre alimentaire, c'est la règle des 5.
c'est-à-dire une source de viande, poisson ou œuf, au moins un des 2 repas ou un équivalent d'origine végétalien ou végétarien, une source de légumes, une source de féculents, un produit laitier et un fruit. Et la base, c'est l'eau. D'accord? Donc ça, à chaque repas, vous devez à midi et soir, vous devez avoir et légumes et féculents dans les mêmes proportions. Et le but aussi de ces fibres alimentaires complémentaires que vous trouvez dans la famille des légumes et des féculents, c'est d'avoir un maillage qui vous permet à la fois d'absorber l'eau et d'avoir une sensation de rassasiement intéressante. Si vous mangez que des légumes, vous voyez bien que dans l'heure et demie qui suit, vous avez faim. Donc là, vous allez vous mettre à grignoter. Alors que si vous avez bien et légumes et féculents, vous diminuez la partie féculent, donc apport énergétique disponible de façon importante, donc vous la diminuez et en même temps, vous permettez d'avoir un bol alimentaire suffisant pour une digestibilité qui va se tenir dans les 3 à 4 heures qui suivent le moment où vous l'avez mangé. Donc vraiment, la règle des 5, c'est vital. Là où nous devons faire attention quand on est diabétique, mais même quand on n'est pas diabétique, c'est quand même sur les horaires de repas. À la fois parce que les horaires de repas vont donner une impulsion par rapport au traitement chez la personne diabétique ou vont donner une impulsion pour nous, nos sensations de faim. Je pense aux gens qui travaillent en quart. Eh bien, il y a des fois, ils vont manger un coup à 10 heures, un coup à midi, un coup à 14 heures, un coup de nuit. Eh bien, on voit bien que c'est plus compliqué. Si vous avez très, très faim, on a tendance à manger beaucoup trop. Si vous n'avez pas faim, ben, vous allez finalement manger par réflexe, mais votre cerveau, lui, n'aura pas décidé qu'il avait faim. Donc, il risque d'avoir de nouveau faim quelques heures qui suivent le moment où il a ingéré ce repas. Donc, les horaires, il faut vraiment essayer de les respecter et de trouver idéalement les horaires où vous avez faim. Il faut s'écouter. Alors ça, c'est facile à dire quand on est retraité ou quand on est en vacances. D'ailleurs, on le fait spontanément quand on est en vacances. Par contre, quand on travaille et quand on est en famille avec des horaires d'activité physique des uns et des autres, souvent on mange parce que c'est l'heure et on ne mange pas forcément parce qu'on a faim. Et le fait d'avoir faim va vous permettre aussi d'évaluer de combien j'ai faim. Est-ce que j'ai très faim ou pas faim? Donc ça va jouer aussi pour évaluer de combien je mets dans mon assiette. Plus vous avez faim, plus il faut manger doucement, plus il faut mastiquer. Plus vous mastiquez, plus la sensation de rassasiement sera longue et plus vous allez aider votre organisme à mieux digérer. On l'a vu tout à l'heure, la première étape de la digestion, c'est la mastication. Si déjà mon estomac reçoit des aliments qui sont déjà pré-broyés, il va avoir moins de travail, donc le pancréas va pouvoir gérer au mieux son degré d'insuline. Si vous avez que des gros morceaux qui arrivent, l'estomac va devoir travailler plus, donc le pancréas va accentuer une dynamique et donc va se fatiguer ou va s'épuiser à force de trop lancer la dynamique insuline. D'accord? Donc vraiment, les horaires de repas, s'écouter sur combien j'ai faim et essayer de manger sur des horaires les plus adaptés par rapport à vos réels besoins et vos réelles sensations de faim, ça c'est important. Donc les horaires de repas et manger tranquillement. Mastiquer, prendre le temps de manger le plus tranquillement possible, de prendre le temps de poser les couverts. Alors je sais que ça c'est l'horreur, c'est très compliqué parce qu'on a beau le savoir, on ne le fait pas. Donc les petites astuces, ça peut être de manger avec des baguettes et même les gens qui savent manger avec des baguettes mangent quand même plus doucement que, si vous deviez manger avec des couverts. Pareil, la purée, si vous avez tendance à la manger avec la cuillère à soupe, mangez-la avec la cuillère à moka. Vous allez voir, ça va mettre beaucoup plus de temps. Sinon, mettez le minuteur. Idéalement, c'est 20 minutes de mastication par repas. Je dis bien idéalement parce que moi, je ne les tiens pas. Et je vous mets au défi de vous le faire, hein. C'est vraiment très long, 20 minutes de mastication. C'est-à-dire que vous mettez le minuteur et à chaque fois que vous arrêtez de mastiquer, vous arrêtez le minuteur. Vous allez voir que finalement, on mange plutôt en 10-12 minutes et encore, on est, que de manger en 20 minutes de mastication. Donc le challenge, ça peut être de se dire: «Je mets le minuteur, je fais le test et puis j'essaye d'augmenter seconde par seconde, 30 secondes par 30 secondes» et si vous arrivez à 20 minutes de mastication, alors là, avec Chloé, franchement, on vous dit chapeau, hein, parce que là, vous pourrez venir faire une conférence auprès de nous pour savoir comment vous avez mis en place ça. Ça serait intéressant d'ailleurs. Donc on a vu les horaires de repas, la sensation de faim, manger tranquillement. Faites attention aux produits light. Light ne veut pas dire sans. Il peut dire sans ou il peut dire allégé en, c'est-à-dire moins de sucre ou moins de gras. La problématique du light sur une personne diabétique, mais sur une personne normale, c'est que finalement, vous dites, comme il n'y a rien, je peux quand même le consommer, puisque ça n'a pas d'impact sur ma glycémie. Effectivement,
Sauf qu'à un moment donné, le sucre appelle le sucre et lui, votre cerveau, il a bien compris que c'était sucré et donc il risque d'avoir de plus en plus envie. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre du light, mais il ne faut pas être dupe de ce qui se passe. Donc si vous devez vous faire plaisir des fois sur un verre de soda, peut-être prendre un verre de soda normal que vous allez consommer si vous êtes diabétique au moment du repas pour que ce sucre soit mélangé dans la digestion du repas, plutôt que de le prendre de façon isolée et que si vous prenez une boisson ou quelque chose de sucre ou d'allégé en sucre ou d'allégé en gras, finalement votre organisme, lui, n'est pas dupe qu'il y a quand même une stimulation et que, plus on mange du faux sucre, plus on a envie de sucrer, plus à un moment donné, on tombe sur autre chose, on va se mettre à grignoter. Donc faites attention à ça. Faites attention aussi à tout ce qui est fruits. Les fruits, c'est du sucre, c'est du bon sucre, ça s'appelle du fructose. C'est naturel, on en trouve naturellement dans les fruits. Par contre, en excès, eh bien, soit ça va être transformé par votre organisme en masse grasse et on a vu aussi que, s'il y a trop d'excès de gras, eh bien, notre organisme, lui, il a des artères qui se bouchent, soit ça ne va pas être digéré par votre organisme puisque à un moment donné, les excès vont rester dans le sang et donc c'est là où pour les personnes diabétiques, un excès de sucre n'est pas non plus bon puisque votre dosage d'insuline n'est pas adapté. Donc là, les produits fruits, c'est 3 portions de fruits comme on l'a dit tout à l'heure et c'est par jour. Et donc des fois, quand on a une petite faim, se dire: «Je vais me manger une pomme», c'est une excellente idée, mais par contre, il faut bien que ça rentre dans vos 3 portions de fruits par jour. Faites attention à ça. Et puis tout ce qui est snacking, alors je vous ai mis les frites, les hamburgers, les donuts. Voilà, parce que là, c'est ce qu'on appelle des produits ultra transformés ou des produits trop gras, trop sucrés, trop salés. Et donc, si c'est des produits trop gras, trop sucrés, trop salés, effectivement, à un moment donné, votre glycémie va en être impactée. Il y a un risque quand même pour vos artères au niveau des plaques d'athérome, du gras qui se fixe dans les artères. Et puis, comme on disait tout à l'heure, trop de gras, on prend aussi le pli de manger trop gras, trop salé, trop sucré. La cacahuète, vous ne mangez pas une poignée de cacahuètes, vous mangez le sachet. Rassurez-moi, vous aussi, parce qu'on en a vraiment c'est compulsif. Donc faites attention à ça et faites attention aussi sur les produits ultra transformés. Quand je dis ultra transformés, ça va être, par exemple, les plats tout prêts ou ce genre de choses, où là, la liste des ingrédients peut être très importante. Je pense, par exemple, au hachis parmentier tout prêt, vous avez une liste des ingrédients qui est de 25. Alors que si vous deviez vous faire un hachis parmentier, en gros, vous avez les pommes de terre, de la viande, allez, du fromage, un peu de crème fraîche et un peu de beurre et l'équilibre, il est bon. Donc là, il faut faire attention aussi puisque de l'ultra transformé demande à votre organisme d'être ultra dynamique pour pouvoir digérer ça. Trop de substance tue la substance. Voilà. Donc faites attention à ça. L'activité physique, on ne le répétera jamais assez, fait partie aussi de notre hygiène de vie, de la dynamique, de prise en charge pour un patient qui soit diabétique, mais pour toutes les pathologies. Si vous pouvez juste sortir marcher un peu tous les jours, être au grand air, ça fait quand même du bien. Ça crée du dynamisme, pardon. Plus vous bougez, plus on a envie de bouger. Le but, c'est pas forcément faire une activité physique très intense. On vous demande pas de courir le marathon. Par contre, le fait de marcher régulièrement, vous allez sentir que vous êtes mieux, que vous vous sentez mieux, que vous avez pris un bol d'air. Voilà, du jardinage, du bricolage, c'est de l'activité physique. Et souvent, après coup, on se dit: «Ah, je suis content de l'avoir fait». Physiquement, on en reçoit les besoins. Alors, on est bien d'accord, si vous commencez à marcher 10 kilomètres, alors que vous n'avez jamais chaussé les baskets depuis 20 ans, vous risquez d'avoir mal partout, de ne pas tenir vos 10 kilomètres, d'être essoufflé. Il vaut mieux reprendre petit à petit pour créer une dynamique positive et le but quand même, c'est de trouver un bien-être. Se forcer pour se forcer sur une activité physique qui ne nous plaît pas, ça n'aide pas. Alors que trouver une activité physique qui vous plaît, qui vous motive et que vous êtes en mesure de faire seul, parce que sinon il y a toujours une bonne excuse pour pas y aller. Donc le but, c'est vraiment de trouver ce qui vous plaît, vous. Alors quand je vous dis marcher, c'est parce que faire le tour du pâté de maison, ça ne coûte rien. Ça, permet quand même, de le faire. Alors effectivement, les journées sont plus ou moins longues, mais ça se fait quand même relativement bien et vous allez voir qu'au bout de quelques fois, finalement, sur la même durée, vous allez mettre moins de temps que vous n'avez mis, vous serez moins essoufflé et voilà. Par contre, important, on se chausse bien. Si vous allez vous marcher, 10-15 minutes tous les jours avec des chaussures qui ne sont pas adaptées, vous allez avoir des ampoules, vous allez avoir mal aux pieds, vous allez vous faire mal au dos.
Alors que si vous avez déjà mal au dos et que vous allez marcher tous les jours avec des chaussures adaptées, eh bien, vous allez voir que votre mal de dos, à un moment donné, ce sera moins vrai. Donc ça crée aussi une dynamique, une spirale très positive de recréer de la dynamique. Et s'il y a un handicap ou quoi que ce soit, ça peut être de la gym douce. Vous avez les sports adaptés qui sont de plus en plus proposés par les clubs ou par les communes. Donc renseignez-vous autour de vous pour trouver la bonne activité physique qui vous plaît, qui vous motive et qui vous donne de l'entrain. Les vélos électriques, quand on vous dit: «Bah oui, mais le vélo électrique, on fait rien». Vélo électrique, si vous pédalez pas, la batterie, elle se met pas en route, hein, et le vélo est plus lourd parce qu'il a une batterie. Donc mine de rien, ça vous donne de l'activité physique et grâce à ce vélo électrique, vous irez forcément plus loin que ce que vous auriez fait si vous étiez monté sur le vélo. Parce que peut-être que vous ne seriez même pas monté sur le vélo. Donc rien que ça, c'est déjà une dynamique très importante. L'activité physique, quelle que soit l'activité physique, c'est la clé pour le moral, pour le corps et pour une compliance au niveau médicamenteux et prise en charge de quelle que soit la pathologie. Voilà. Donc vraiment, à vous de jouer à la fois sur une dynamique sportive ou physique, à la fois sur l'équilibre alimentaire et vraiment sur la compliance par rapport au traitement. Osez poser des questions, osez dire que vous n'avez pas compris ou pourquoi vous prenez ce médicament-là. Les professionnels sont là pour vous écouter, pour vous faire comprendre. C'est plus facile de suivre un traitement, de jouer le jeu sur un traitement et sur une pathologie qu'on a comprise, qu'on sait expliquer aux autres, alors que si vous n'avez rien compris, c'est difficile de se dire le tenant et les aboutissants et d'être droit dans ses baskets avec ce qui est mis en place. Je compte sur vous. Posez des questions, comprenez votre pathologie et le reste se suivra. Merci beaucoup, Laure. Merci beaucoup. Alors, avant de passer aux questions qu'on pourrait tous avoir concernant ce qu'on a entendu pendant 1 heure, je vous mets comme d'habitude à l'écran le lien vers le questionnaire de satisfaction qui est, je le répète, très important pour nous, pour Laure, pour les autres intervenants, pour nos financeurs, nos partenaires, pour comprendre en fait ce que vous avez pensé de cette conférence, si vous avez des idées éventuellement de futures conférences, de choses qui vous plairaient. N'hésitez surtout pas à nous faire votre retour. Je vous mets également le lien dans le chat pour qu'il puisse rester du coup de façon un peu plus durable. Donc voilà, ça c'est très important. À l'écran, la chaîne YouTube, on en a parlé avec Charles tout à l'heure dans les questions et réponses, mais le replay qui sera du coup disponible dans quelques jours et qui vous permettra de revisionner la conférence de Laure. Si vous avez peut-être manqué une information, vous avez besoin de revoir, de partager peut-être la conférence, n'hésitez surtout pas à le faire. Ce sera disponible d'ici quelques jours et c'est du coup accessible via le lien qui est en haut de votre écran, chaîne Movadom. Vous cliquez sur ce lien ou vous avez juste à aller sur YouTube et cliquer Movadom, vous tomberez sur toutes les vidéos. Il y aura même des cours de yoga, de sophrologie, donc vraiment n'hésitez pas. Sur Ça, votre c'est de droite, l'activité physique aussi, le yoga, hein. ouais, exactement, complètement. Et en plus, c'est du yin yoga. C'est Camille qui s'en occupe. C'est un yoga qui est très doux. Du coup, il n'y a pas de tension, on va dire, musculaire, mais par Exactement. contre, ça aide énormément, ne serait-ce que pour la mobilité, pour les Pour le étirements. maintien, tout, franchement, allez-y, hein, c'est top. Exactement. C'est génial, ouais. Et là, on a un cours par mois. Grosso modo, là, on en a un la semaine prochaine, mais sinon, c'est à peu près une fois par mois. Donc, sur votre droite, le livre audio et le podcast Ça déménage, réalisé par Isabelle Palassin et Gwendoline Cotrez, qui traite du déménagement des seniors. Donc, pareil, vous avez juste à cliquer sur les liens à l'écran pour y accéder. Hop, pour vous inscrire du coup aux prochaines visios, c'est le lien qui est en haut de votre écran, go.movadom.com/visio. Si vous avez la moindre question, contact@movadom.com, on sera ravis d'y répondre. Et merci encore au CNSA et à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne pour leur soutien. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui.